Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et cette fois, nous sommes à Queville au Métropole. Oui, à Queville au Métropole avec une histoire incroyable, une épopée. Tout le monde s'en souvient. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Grégory Beaugrard. Merci Greg d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi Momo de m'inviter à ton émission, ça fait plaisir. Greg, je t'invite parce que ce que vous avez fait, c'était quand même extraordinaire. En plus, tu étais le capitaine à cette époque-là. Mais c'est fort, même aujourd'hui, on s'en rappelle encore. Oui, ça m'arrive qu'on m'en parle dans les rues, surtout dans le coin sur la rive gauche de Rouen. Maintenant, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai rien fait de spécial. C'est l'équipe qui a fait ça. C'est même le club, je dirais, parce que c'est vraiment dans l'ADN de ce club de faire des parcours en Coupe de France. Il y en avait eu bien avant nous, et puis nous, on a réussi à en faire des beaux aussi. On a perduré la tradition. La Coupe du Monde, avant qu'on parle de ta carrière, tu regardes en ce moment au Qatar. Ouais. La France, c'est pas mal. Ils ont fait un bon début contre l'Australie. Ouais, ils ont fait un match intéressant malgré les absences, et on voit qu'on a un réservoir très intéressant, qu'on peut substituer les joueurs. Maintenant, c'était contre l'Australie, on verra contre des plus gros adversaires si on peut rivaliser sur toute cette compétition. Après, il n'y a aucune certitude dans le football. Je ne peux pas te dire au jour d'aujourd'hui qui va gagner la Coupe du Monde et si la France va être performante jusqu'au bout. Ouais, beaucoup de surprises. Argentine battue, l'Allemagne battue. Surprenant quand même. Ouais. On s'attend toujours à des surprises, mais là, deux grosses surprises comme ça, c'est un peu inattendu. Est-ce qu'ils vont rectifier le tir? Je ne sais pas, mais peut-être que ces deux équipes-là qui ont perdu au premier tour, c'est peut-être eux que tu vas voir en finale ou faire des exploits aussi après dans la compétition. Ouais, exact. On revient sur ta carrière, Greg, et avant que tu puisses faire une épopée extraordinaire, où est-ce que tu as fait tes tout débuts dans le football? Déjà, mes tout premiers pas, c'était derrière les buts de foot parce que mon père était footballeur au niveau régional. J'ai été très très jeune sur les terrains, donc ça c'est la meilleure école, c'est d'avoir un ballon au pied tout le temps, pas être devant la console, il n'y avait pas de console nous à notre époque ou devant la télé, j'avais la chance d'être dehors par tous les temps. Ça c'était ma première école de foot. Après mon père forcément jouait à Biorel, donc je me suis inscrit au club de Biorel qui était à côté de chez moi. J'ai fait 4-5 ans je dirais à Biorel, et par la suite j'ai signé au Football Club de Rouen qui était professionnel à l'époque. Donc je suis arrivé en pupille deuxième année là-bas. Pupille deuxième année, j'ai fait toute ma formation jusqu'en senior, même si le club entre deux a changé de nom, tout ça, je suis resté là-bas. Mais par la suite, toute ma formation jusqu'en senior. Après j'ai fait quelques années à Bois-Guillaume. Et justement, à Rouen, tu as connu les sections sportives, tout ça? Ouais, section sportive, c'était un club qui était structuré, qui était reconnu pour son école de foot au niveau régional, bien sûr derrière le HAC qui nous surclassait, mais on rivalisait, on avait des équipes en moins de 15 nationaux, moins de 17 nationaux, et on arrivait à se maintenir toutes les années. Donc on était bien encadrés, on avait des structures assez intéressantes, et puis surtout on prenait plaisir à jouer au foot entre copains, puis on voyait des copains partir dans des clubs plus huppés entre deux, et quelque part nous aussi, même si ce n'était pas nous qui y allons, on était fiers d'avoir participé à leur éclosion. Un bon souvenir, justement. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous raconter de cette jeunesse? Quand on était, justement, ma première année au FC Rouen, on était pupille deuxième année, c'était vraiment le noyau des gars qui étaient de la gloire rouennaise, il n'y avait pas encore les gars qui venaient de loin. Et on avait gagné le Challenge Pierre Vasse, qui est une référence dans le coin que tout le monde connaît. Et ça, c'était assez plaisant de pouvoir jouer sur Diochon devant un public et de remporter ce challenge-là, même si ce n'est pas un trophée extraordinaire. C'est marquant. Quand on se recroise entre gars de cette génération, on en parle toujours. Et puis ce qui était sympa aussi à l'époque, quand on jouait au Football Club de Rouen, c'est qu'on avait la chance de pouvoir faire les levées de rideau. Et ça, en tant que gamin, c'était extraordinaire. Ça, moi, je serais pour qu'on refasse ça. Moi, j'ai vécu des levées de rideau avec le maillot du FC Rouen, où en deuxième mi-temps, tu avais déjà 10 000 spectateurs, et forcément, les supporters, ils encourageaient l'équipe de Rouen, et en tant que gamin, c'était extraordinaire. Même si les gens ne regardaient pas forcément notre match, on sentait qu'il y avait du monde, et c'était des sensations excellentes. Ouais, c'est des vrais souvenirs. C'est vrai, t'as pas tort. Lever de rideau... je crois que ça existe quasiment plus aujourd'hui. Non, malheureusement, même sur des plateaux débutants, ça pourrait se faire, parce que moi j'ai fait des gros matchs, j'ai fait des plateaux débutants. Je me rappelle avoir vu Bernard Lama qui faisait un match derrière et qui passait derrière toi, et
il devait te dire bien joué mon gars, et c'était juste Bernard Lama, et c'était extraordinaire pour nous. Lui, il venait reconnaître son terrain 1h30 avant le match, toi tu jouais à côté. C'est un souvenir que j'ai, voilà, et c'est ce qui ferait redonner un sens au foot qui perd un petit peu de sens en ce moment, et les gamins pourraient s'identifier justement à ces joueurs et puis être vraiment captivés, quoi. On sent beaucoup de valeur dans ton parcours, parce que c'est quand même incroyable ce que vous avez vécu par la suite, mais voilà, tu as quand même un socle de valeur important. Oui, après, c'est de par ce que mes parents m'ont inculqué, ma famille, rester très terre à terre, se satisfaire de ce qu'on a. Et voilà, moi, j'incite les gens à inscrire leurs enfants au football parce que pour moi, c'est vraiment l'école de la vie. L'école de la vie dans le sens où le gars de quartier qui a pas forcément tout le temps les bonnes chaussures ou quoi, va jouer avec un gars qui a des chaussures neuves, mais il n'y a pas de différence sur le terrain et on parle foot. Voilà, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. À partir du moment où tu rentres sur un terrain de foot, celui qui vient d'un milieu aisé est à la même valeur que celui qui est à un niveau moindre. Et c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est cette mixité sociale. Et j'ai vraiment... on doit beaucoup au football. Je pense qu'on s'en rend pas assez compte parce qu'après, dans la vie future, ça nous sert dans la vie de tous les jours à relativiser, à être très terre à terre en fait. Le sport collectif, là je parle du football, mais le sport collectif pour moi c'est l'école de la vie tout simplement. Continue sur ta carrière, Greg. Donc tu es à FC Rouen, ensuite quelques années à Bois-Guillaume. C'est ça. Tu continues à prendre ton expérience et après tu atterris à Quevilly, l'US Quevilly à l'époque. L'US Quevilly, moi j'ai jamais connu le Quevilly à Rouen Métropole, je suis parti juste avant. Ouais, l'US Quevilly, on avait fait je tiens à... Tout mon début de carrière à Bois-Guillaume a vraiment été crescendo, c'est ce qui me convenait à l'époque. J'ai démarré en CFA2, après on a gravi les échelons, on a fait CFA. Et sur la fin, on avait une très très bonne équipe de CFA avec des joueurs qui ont pu performer après au plus haut niveau. Justement, je te coupe, Bois-Guillaume, parcours en Coupe de France aussi. Si, ouais, quelques parties en Coupe de France. Je crois qu'on a réussi à faire 2 16e de finale avec Bois-Guillaume, dont un 16e contre Nantes au stade Robert Diochon, tout le monde se souvient. Et ce jour-là, moi, quand j'avais fait ce match-là, pour moi, c'était mon premier et dernier match dans un stade comble. Jamais j'aurais pensé en revivre d'autres. Et ce match de Bois-Guillaume, je pense qu'il m'a aidé à moi et d'autres joueurs pour après performer dans ce genre de stade et dans ce genre d'ambiance par la suite. Ouais, c'est important. Ouais, c'est ce que vous avez vécu. Justement, je crois que tu avais joué avec les frères Angoula à Bois-Guillaume, Coupe de France. Beaucoup de gars vrais, ouais. Sur cette équipe-là, il y avait des frères Angoula, c'est sûr. Il y avait Jawad Abdelaoui. Et sur cette épopée-là, après, des anciens comme Hicham Roufier aussi qui était avec nous, Issa Koulibaly, Christophe Sorrentino, des gars qui ont performé après au niveau dessus. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une fierté d'avoir pu voir des gars après à la télé, et de se dire moi j'ai joué avec lui, et quelque part, est-ce que moi j'ai pas contribué à ce qu'il soit là aussi? C'est pas moi qui est à la télé, mais est-ce que de par, je sais pas, notre complémentarité, comme je jouais beaucoup avec Aldo, quelque part je lui ai pas appris 1%, pas appris, hein, mais est-ce que je lui ai pas donné 1% de sa force qui fait qu'aujourd'hui il est à la télé, et c'était... Lui, il était heureux, mais nous, quelque part, on était heureux aussi. À cette époque-là, est-ce que tu t'imaginais dans ta tête aller en finale de Coupe de France? Non, même quand j'étais en quart de finale, j'avais une petite lueur, mais non, jamais. Je m'en rappelle. Le but, pour moi, quand je rentrais en Coupe de France, c'était de ne jamais me faire éliminer par une équipe inférieure. Voilà, c'était vraiment l'arrêt que ça m'est arrivé, je crois, sur la fin de ma carrière, mais c'était anecdotique. Mais quand j'ai joué au niveau amateur, on va dire, ça ne m'est jamais arrivé. Et ça, c'était vraiment le message que mes différents coachs nous ont toujours fait passer. C'est voilà, vous êtes en Coupe de France, mais il faut faire respecter la hiérarchie. Après, sur la fin de la carrière, ça m'est arrivé, mais
Sinon, sur le début, je crois que j'ai pas eu de très mauvaises surprises et ça m'aurait dégoûté, franchement. Ça aurait été dur à vivre. Qu'est-ce qu'on dit en début de saison à une équipe comme vous? C'est-à-dire en Coupe de France, c'est quoi? On essaie d'aller le plus loin possible. C'est quoi le discours du président ou du staff? Alors, dans les clubs avant que j'arrive à Quevilly, c'est-à-dire juste Bois-Guillaume parce que j'avais pas fait beaucoup de clubs, c'était voilà, vous faites respecter le maillot, mais il n'y a pas un objectif particulier en Coupe de France. Par contre, quand tu es arrivé à l'époque à l'US Quevilly, on te faisait sentir que c'était vraiment, entre guillemets, le club de la Coupe de France, où voilà, les gens ils attendent de toi que tu te dépouilles sur le terrain sur un match de Coupe de France, ils vont pas accepter que tu te fasses marcher dessus. Et ça, on te le fait comprendre directement. C'est les anciens du club qui te le faisaient comprendre. C'était quand je vois ici là, leurs photos, Monsieur Mutel, tous les jours, Mahmoud, Tchersi, qui était très très important au club. C'était le message qu'ils nous faisait passer, pas tous les jours, hein, mais ils savaient vous remettre un pic dans la semaine de Coupe de France. Et tous les joueurs étaient concernés. Il y en avait, je dis pas qu'on se préparait aussi bien quand on allait jouer une DHR que quand on allait jouer une Ligue 1, ça serait mentir, mais je pense pas qu'il y ait des joueurs qui allaient sortir en boîte de nuit la veille d'un match contre une DHR. Je dis pas qu'ils allaient pas manger peut-être un steak frites la veille, hein, c'est pas ça, mais il y avait cette forme de, il fallait faire respecter, c'est la moindre des choses, que tu te déplaces en campagne ou dans un club de quartier, et voilà, il faut faire respecter les choses. Ça, c'est un discours qui a toujours été présent ici dans ce club, et c'est peut-être grâce à ça qu'il y a eu des aussi beaux parcours. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est peut-être dans un club amateur et qui, avec son équipe, tourne pas mal? Peut-être ils éliminent une première équipe importante en Coupe de France. Est-ce que tu aurais peut-être un message ou un conseil à leur donner? Je suis pas un beau parleur, moi. Mais un message, c'est juste respecter le football, tout simplement. Ne pas croire qu'on est arrivé parce qu'on a su éliminer une Ligue 1. C'est vraiment respecter les choses parce que eux, ils vont pas te louper. Si au jour J t'es pas présent, ils vont pas te louper. Et puis surtout, essayer de prendre un maximum de plaisir et vivre le moment présent. Voilà, si tu as la chance de répondre à une interview ce jour-là, alors que tu n'as jamais fait de ça, profite du moment présent, tu verras que ça va retomber très vite derrière. Et profite de tous les instants parce que c'est que du bonheur. Coupe de France, donc Bois-Guillaume au départ, c'était une première expérience justement pour que tu puisses grandir. Et derrière, l'US Quevilly, tu peux nous parler de ta première épopée? Ouais, la première, je pense que tu dois vouloir parler de l'année 2010 quand on est arrivé en demi-finale, c'est ça? Photo derrière. Ouais, la photo derrière. Ouais, non, c'était tout simplement impensable pour un club de niveau amateur parce que certes, on est allé en demi-finale, mais on avait éliminé quand même des équipes de Ligue 1. Des fois, il y a des clubs qui arrivent loin en Coupe de France, mais qui ont des parcours un petit peu sinueux. Là, franchement, on avait éliminé plusieurs Ligue 1. Et on avait fait un parcours assez exceptionnel dans le sens où on avait pris très très peu de buts. Je crois qu'on avait dû prendre, avant d'être éliminé, je pense qu'on a dû en prendre un en quart de finale et un en demi. On avait juste pris 2 buts sur tout ce parcours-là, sur une dizaine de matchs, je dirais. Donc on avait su être très solide et on avait su élever notre niveau au moment où il le fallait. Après, on était une équipe de bon niveau CFA à l'époque. On était dans un club assez structuré et il y avait des joueurs de qualité qui savaient se sublimer dans ce genre d'événement. CFA, niveau N2. Vous vous entraîniez combien de fois dans la semaine? Je pense qu'on devait doubler les entraînements le mardi, le mercredi. Ceux qui étaient disponibles, donc la plupart des joueurs le jeudi matin, ils avaient une petite séance et séance le vendredi. Donc je dirais 4,5 quoi, pour ceux qui avaient la chance d'être disponibles le jeudi, ceux qui ne travaillaient pas. Et ouais, c'était 4,5 et plus le match le week-end. 2010, vous aviez rencontré des sacrées équipes. Ouais, Ligue 1 quand même. Ligue 1, 2010, c'est Rennes. Oui. Et Rennes, je ne sais pas si c'est en 8e de finale. On avait éliminé Angers avant aussi, qui était en Ligue 2. Et Rennes, c'était vraiment le gros Rennes aussi déjà de cette époque-là, qui était en pleine bourre, qui venait
de mémoire, il venait d'Étrier Bordeaux qui était champion de France ou quelque chose comme ça, le Grand Bordeaux. Et on avait su battre Rennes 1-0 sur un match où on n'avait pas été, nous, forcément beau, on n'était pas sur nos valeurs, mais pour une fois, on avait un petit peu... On était une équipe assez joueuse à l'époque et là, sur ce match-là, on s'était adapté parce qu'on savait qu'ils étaient vraiment supérieurs à nous et on a eu la chance de passer. Après, ça nous est arrivé qu'une seule fois. Sur les autres matchs, on essayait de jouer. Mais là, ce jour-là, on était obligés. Ils étaient vraiment trop supérieurs à nous. Est-ce que tu te souviens du dispositif ou de la consigne du coach ? Ouais, sur ce match-là, coach Brouard, justement, il avait insisté. Il avait dit, grosso modo, que voilà, on va dénaturer un peu notre jeu. Ça sera il nous avait prévenu, ça serait la seule fois dans l'année. Mais que sur cette équipe-là, si on avait voulu jouer, ouvrir des espaces, c'était tout simplement injouable. Et on s'était adapté, on s'était recroquevillé un petit peu, on avait quitté à subir. Et puis les moindres contre-attaques ou moindres coups de pied arrêtés, on savait les exploiter à fond. Et puis là, ça a basculé dans le bon sens ce jour-là, mais c'était pas un match marquant en termes de footballistiquement parlant, en termes de développement de jeu, mais c'est peut-être un match à regarder dans l'abnégation et puis le courage qu'on avait mis ce jour-là. Et ça, c'est des valeurs qu'il faut en Coupe de France. Après Rennes, vous rencontrez Boulogne en Coupe de France, club de Ligue 1 quand même. Ouais, club de Ligue 1, on les reçoit en quart de finale et ils étaient pas très bien classés à cette époque-là en Ligue 1. Et bizarrement, autour de nous, dans les journaux, on nous place à moitié favoris. Et là, on a tenu à tout de suite rectifier le tir, à dire non, mais c'est une Ligue 1 qu'on rencontre en face de nous. On est loin d'être favoris et ils ont une équipe bien supérieure à nous. Peut-être que sur un jour, on pourra les mettre en difficulté, mais les favoris, c'était bel et bien eux. Et on a su emballer le match. Contrairement au huitième de finale où on n'avait pas été forcément beau, là on avait réussi à déployer notre jeu et faire un bon match. On mène 2-0 juste avant la mi-temps et eux, juste avant de rentrer au vestiaire, ils reviennent à 2-1. Et je me rappelle de la causerie du coach derrière. Il relativise tout de suite ça, il dit c'est pas grave, vaut mieux l'avoir pris là tout de suite le but. Et on est revenu sur la deuxième mi-temps, on a contrôlé, on a réussi à marquer ce troisième pour enfin l'emporter 3-1. 3-1 contre une Ligue 1, on se sent comment à la fin du match ? Fier ? Fier et surtout, on était fiers parce qu'on avait réussi à mettre en place tout ce qu'on travaillait tout au long de la semaine et on avait l'impression que tout réussissait là. Ce jour-là. Défensivement, on était costaud et les joueurs offensifs ont été hyper performants. Notamment Anthony Lop où je pense que ce jour-là il avait volé quoi. Il était comme on dit dans le jargon, il était on fire, il était en feu et tout ce qu'il prenait, ses prises de balles, même ses replis défensifs, c'était du très très haut niveau. Je pense que si on lui parlerait, ça fait partie de ses 3 meilleurs matchs qu'il a pu accomplir dans sa vie. Franchement, il était tout simplement sur ce match-là injouable. Et les autres autour ont été très bons aussi, c'est ce qui a permis de faire un bon match, mais les joueurs offensifs avaient été très performants. L'aventure continue, et maintenant vous rencontrez encore une grosse équipe. Ouais. Et une grosse équipe qui était aussi en difficulté sur cette saison-là, mais avec beaucoup d'enjeux, ils avaient tout loupé, donc on rencontre le Paris Saint-Germain. Avec toutes les tensions que ça comporte de rencontrer le Paris Saint-Germain à l'époque, avec ses problèmes de supporters où ils ne peuvent pas faire forcément les déplacements. Même pour nous, nos invitations, c'est compliqué. On ne savait pas où le match allait se dérouler. C'était une préparation assez spéciale et on savait que le PSG il misait tout sur ce match parce qu'ils n'avaient rien gagné cette année-là. Ils n'étaient pas européens. Et s'ils voulaient faire l'Europe avec l'effectif qu'ils avaient, ils se devaient de battre Queville et après d'aller en finale. Donc un match que l'on fait pour la première fois, on se déplace au stade d'Ornano, parce que le stade Robert Diochon n'était pas homologué. Et une autre atmosphère, parce qu'à Rouen, on se sentait à l'aise, et c'était un plus petit stade, mais c'est un stade assez bouillant à Rouen. Là, on arrive à Caen avec un public acquis à notre cause, mais un petit peu au-dessus de supporters parisiens.
Et c'était nouveau pour nous. Là, on arrivait dans une nouvelle arène et je pense qu'on l'a assez bien apprivoisé sur ce match-là, mais il nous manquait un petit peu cette expérience pour pouvoir franchir le petit cap et on est mené 1-0 et je crois que dans les arrêts de jeu, on doit toucher le poteau. Et malheureusement, on perd 1-0 contre une équipe qui nous avait été supérieure, mais qu'on aurait peut-être pu accrocher. On termine le match avec très peu de regrets, mais on se dit que c'est dommage d'avoir loupé une finale de Coupe de France et qu'on a laissé notre chance et qu'on malheureusement on ne revivra plus jamais ça. Et l'histoire dira le contraire. Il y avait qui comme grand joueur au PSG là? Comme très grand joueur, c'était Makelele. Aïe, 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 Makelele, Ludovic Giuli qui jouait. Ça, c'était des joueurs qui avaient déjà une carrière derrière eux, mais qui étaient encore très performants. Après, des joueurs que l'on peut citer, c'était Guillaume Haro, Mevlut Erding, Sylvain Armand. Des grands joueurs. Oui, des joueurs intéressants, mais après, sur le papier, les plus marquants pour nous, pour notre génération, c'était Makelele et Giuli. C'était vraiment des gars qui avaient fait des carrières incroyables, qui avaient sans doute déjà remporté la Ligue des Champions, qui avaient gagné des Ligas, etc. Et c'était la classe. Quand l'aventure se termine comme ça, c'est dur quand même. C'est dur, mais on sait d'où on vient. Voilà, tous les projecteurs étaient attirés sur nous depuis 2 mois, mais on savait d'où on venait, on avait un championnat aussi à terminer. Donc c'est dur, oui ou non, c'est bien aussi de retrouver sa vie de tous les jours. Donc non, il n'y a pas eu plus de prise de test que ça. On retourne dans notre train-train quotidien, mais on se dit qu'on a la chance pour la plupart de faire du foot pratiquement à 100% et de vivre du foot. Donc c'est pas si dur que ça. Dans cette épopée, Nike vous avez accompagné. On voit sur la photo derrière. C'est rare qu'un club amateur soit accompagné par Nike. Ouais, je pense. Il nous avait suivis, il nous avait offert aussi des paires de chaussures. Ça faisait partie du merchandising. Après, c'était le début des réseaux sociaux. Ils essayaient de communiquer un peu là-dessus. Donc on avait fait un petit peu de pub pour eux et puis on s'était pris au jeu. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et quand on a la chance de vivre ces moments-là, il faut profiter pleinement. Il faut tout croquer. On avait cette chance. Le coach, il nous laissait une grande liberté là-dessus. Il disait tout le temps profitez, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais on en a profité un maximum. On a pu avoir quelques collaborations comme ça. Et puis Nike, ça reste l'une des références dans le milieu du football. Donc l'aventure Coupe de France s'arrête. Et là, 2 ans plus tard, la magie revient. C'est fou quand même. Rebelote, ouais. Entre deux, on a eu la montée en nationale aussi. Oui, félicitations. C'était beau ça. L'année entre les deux, on monte en nationale. Après, il y a un groupe qui n'a pas beaucoup bougé. En plus, sur l'intersaison de la montée en nationale, il y avait un voyage organisé aussi avec le club aux Seychelles. On était parti aux Seychelles, on avait fait 2 matchs amicaux là-bas et ça avait encore plus soudé le groupe. Et le groupe de national a été construit à 75% des gars qui étaient déjà en CFA. Donc on se connaissait bien, on se connaissait sur le terrain certes, mais on se connaissait aussi très bien en dehors du terrain. Et malgré nos différences de religion, de culture, on arrivait à faire qu'un sur et en dehors du terrain. Donc c'était notre force, je pense. Maintenant qu'avec le recul, je peux en témoigner. Est-ce que c'est dur de faire à la fois un parcours de Coupe de France et jouer en niveau national ou N2 ? C'est pas évident quand même. C'est vrai que c'est pas évident il y aura très peu d'exemples d'équipes qui a réussi à monter l'année où elle a fait un parcours de Coupe de France parce que forcément ça te puise beaucoup d'énergie. Nous, du coup, sur cette année 2012, c'était notre première année nationale, donc on fait un très très bon début de saison avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de joueurs qui n'avaient pas encore connu ce niveau-là. Et après, la Coupe de France vient s'incorporer là-dedans et c'est vrai qu'on y perd forcément un petit peu d'énergie, mais on se dit qu'on ne peut pas lâcher un des 2 tableaux. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette Coupe de France sur cette année-là, on aurait peut-être eu un meilleur classement à la fin en championnat, mais l'essentiel c'était de pouvoir se maintenir et de ne pas se faire frayeur sur cette année 2012. Et on ne s'était pas fait de frayeur, on s'était maintenu
à 5 journées de la fin, donc on était assez tranquille. Juste après la finale, on avait réussi à Je crois que c'est le match 5 jours après la finale où on était maintenu mathématiquement. Donc, en gros, là, on était soulagés. On avait coché pratiquement toutes les cases. Greg, avant d'arriver en finale de cette Coupe de France, est-ce que tu te souviens de tes premiers tours? Les tout premiers tours, pas forcément, mais ce qui m'a marqué sur ce parcours-là, c'était, je crois que c'est au 8e tour, on se déplace à Fény, qui était à l'époque en CFA2, qui devait être assez bien classé, je pense. Et c'est sur la période de décembre, se déplacer dans le nord de la France, c'est jamais évident. On savait que c'était un match piège. Donc on arrive chez eux et on se fait malmener pendant pratiquement tout le match. Et on est mené 1-0 dans les arrêts de jeu. Sachant qu'on était mené 1-0, mais Issa Koulibaly, qui gardait nos cages à cette époque-là, avait déjà fait 2 voire 3 arrêts miraculeux. On était mené juste 1-0. Et dans les arrêts de jeu, long dégagement d'Issa, une déviation de la tête. Et là, Julien Valero, qui, de par sa technique incroyable, met limite une frappe du pointu. Mais c'était volontaire, c'était pas un pointu au hasard, et qui va se loger dans la lucarne. On arrive à 1 partout. Incroyable. C'est vraiment tiré par les cheveux. Et après, durant les prolongations, le match était équitable. Et on arrive à la séance de tir au but. Et je crois que, de mémoire, Fény loupe les 3 tirs au but. Issa doit faire 2 arrêts, ils doivent tirer une fois à côté. Puis nous, on met les 3 et on se qualifie. Ça, c'est vraiment le match qui nous avait marqué. Après, on a eu des tirages compliqués aussi derrière. On avait joué à Rennes. C'était une DH en 32e de finale, début janvier, sur un terrain de rugby. C'était très compliqué. On avait gagné pareil au tir au but. Donc non, tous les tours de coupe sont compliqués. Hein. Ça ne veut rien dire qui on a en face de nous. Hein. Des fois, c'est plus facile de jouer une Ligue 1 qui va moins t'agresser qu'une CFA2 avec le couteau entre les dents. Donc la Coupe de France continue. Et parle-nous justement de cette première rencontre avec un club de haut niveau. Club de Ligue 1, quand on rencontre en quart de finale l'Olympique de Marseille. De Didier Deschamps. De Didier Deschamps. Et les joueurs qui étaient dans notre groupe ont forcément été marqués par le parcours de ce grand Olympique de Marseille. On était la plupart fans de ce club. Donc ça, en plus, c'était compliqué parce qu'on savait, avant notre 8e de finale, on connaissait le tirage d'après, parce que notre match avait été reporté, donc on connaissait le tirage. On savait que le vainqueur de Quevilly contre Orléans, 2 équipes de nationale, allait affronter l'Olympique de Marseille. Donc c'était une pression supplémentaire. On arrive à battre Orléans, et là on se retrouve devant le grand Olympique de Marseille avec tout ce que ça comporte. Et à nos yeux, le club référence en France. Et là, on se dit, on va retourner à Dornano. On va retourner dans le stade qui, 2 ans auparavant, on avait perdu contre le Paris Saint-Germain, un autre club mythique. Voilà, on se prépare, on se dit que nous, on est en national, qu'on s'entraîne régulièrement, qu'ils font la Ligue des Champions, qu'ils sont encore qualifiés, je crois, en quart de finale de Ligue des Champions. Et on se dit que sur un match, dans le football, tout est possible. Tout est possible si le coach il décide de faire tourner quelques joueurs, si les gars sont un petit peu moins préparés mentalement. C'est possible sur un match de coupe d'arracher une victoire ou de la mériter, pas forcément l'arracher. Et nous, on avait à cœur d'essayer de bien jouer et puis de se qualifier surtout. Et on a cette chance de se qualifier sur un match à multiples rebondissements parce qu'on mène 1-0 assez rapidement. Je ne sais pas, à 20 minutes de la fin, je crois, ils reviennent à 1 partout. On a prolongation, on marque 2-1. Puis, dans la foulée, ils égalisent à 2-2. Et là, on remarque 3-2. Et là, quand on marque le 3e, on se dit « Oh, c'est pas possible, on s'est fait remonter 2 fois. On n'est pas plus con que les autres, on va pas prendre le 3e, on va serrer, on va fermer, on va faire des fautes s'il faut. » Et on arrive à tenir jusqu'à la fin du match et le dénouement est incroyable. On se dit, 2 ans après, 75% des gars, on retourne encore en demi-finale de Coupe de France. Et là, cette fois-ci, il ne faut pas laisser passer cette chance et il faut qu'on ait la chance d'aller au Stade de France. Et là, on se dit que tout est possible. Le fait d'avoir battu Marseille, c'est quand même un moment marquant de ta vie. Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens dans les tribunes ils étaient vraiment heureux. J'ai même vu des personnes âgées pleurer par rapport à votre épopée. C'est fou quand même le football. Hein. Ouais, c'est des personnes lambda comme nous, des
des gars qui pour la plupart, faisaient que du foot et certains avaient un petit boulot à côté. On arrivait à mettre des étoiles dans les gens, surtout à cette période-là où la vie était... Je dis pas que la vie est plus facile maintenant, mais c'était assez dur. On représente le club de l'US Quevilly avec tout ce que ça comporte, un milieu ouvrier et des gens qui ne baignent pas dans l'or, et eux, il leur faut peu de choses et juste que leur équipe de France se dépouille sur un terrain, et ça peut leur rendre la semaine plus merveilleuse. Et ça, quelque part, en tant que footballeur, c'est pas quelque chose qu'au début on a envie de donner aux gens, mais on prend goût à faire plaisir aux autres. Donc ça te donne forcément une force supplémentaire. Tu te dis, certes, moi je suis heureux, ma famille est forcément fière de moi, et les gens de la commune, et même les joueurs amateurs de la France, parce qu'ils s'étaient pris un petit peu parti pour l'US Quevilly, ils étaient forcément heureux. Donc ça te donne aussi une force supplémentaire. Il fallait se servir de tout, parce que pour pouvoir battre des Ligue 1, il ne faut pas croire que ton seul talent de joueur de national, voire CFA, va suffire. Il faut quelque chose en plus. Et c'est quelque chose en plus, vous l'aviez, parce que vous l'avez prouvé quand même à plusieurs reprises en épopée. Moi, on l'a prouvé. Après, je pense aussi qu'on avait eu la chance de vivre pour la plupart l'épopée de 2010. Ça nous a donné beaucoup de repères. Vous arrivez dans un stade, c'est pas forcément les mêmes habitudes. Le vestiaire, tu le connais déjà parce que 2 ans avant, tu sais le bruit que ça va faire, que tu vas pas pouvoir parler en tant que défenseur central. Ton latéral droit, il va pas forcément t'entendre correctement. C'est des choses qu'en tant que footballeur amateur, on se rend pas compte parce qu'on est devant notre télé, on va critiquer, on va dire... Mais non, quand tu vis l'instant présent, c'est pas pareil. Nous, on n'avait pas cette habitude-là, et justement, 2 ans après, de pouvoir revivre, je pense que ça nous a très fortement servi. Sur ce stade d'Ornano, où on se sentait quelque part, alors qu'on n'avait fait que 2 matchs ici, on se sentait un petit peu chez nous. Marseille, et après, le Stade Rennais. Ouais, Stade Rennais, un club aussi qui était en haut de l'affiche à l'époque. Maintenant, qui avait souvent des déboires, qui n'arrivaient jamais à gagner des titres. Et 2 ans auparavant, on les avait éliminés. Ils se souvenaient de ça. C'était le même coach. Il y avait forcément des joueurs qui avaient déjà vécu cette, entre guillemets, humiliation d'être éliminés par plus petit que soi. Donc, ils avaient à cœur de ne pas se faire surprendre. On est malmené sur la première mi-temps. On est mené 1-0 très logiquement. Et par la suite, le coach fait des changements, dont celui de Karim Arouad qui rentre, et lui a fait la mi-temps de sa vie. Son entrée, il était en feu ce jour-là. Et c'est incroyable comment sur un match, un joueur amateur peut se mettre au niveau, voire se sublimer et toucher les étoiles sur un match. Comme quoi tout le monde est capable de surmonter des montagnes, il faut toujours croire en soi. Et lui, ce jour-là, sur ces 45 minutes-là, il a été injouable, c'est lui qui a tout déclenché. Et puis il nous a emmenés dans sa fougue et dans sa bonne humeur, et on s'est pris au jeu. On égalise grâce à lui, qui met une frappe du mauvais pied, même si lui il n'avait pas forcément de mauvais pied, mais du pied gauche, il met pleine lucarne. Et puis ce but dans les arrêts de jeu, alors que nous, sur le terrain, on pensait plus à arriver jusqu'aux prolongations, et sur une contre-attaque bien menée, Anthony arrive à marquer un but. Et là, on fête à moitié ce but-là, et l'arbitre, il nous dit « je siffle après ». C'est-à-dire qu'on avait à peine besoin de se replacer, s'ils remettent le gardien dans les buts pour pas qu'il tire, mais on savait qu'il allait siffler, et on savait qu'on avait gagné le match. Et c'était assez époustouflant. C'était une explosion de par le bruit dans le stade que ça a fait, et une explosion dans nos yeux et dans les yeux de plusieurs milliers de spectateurs, et des gens sans doute devant leur télé qui devaient être aussi un petit peu ébahis et émerveillés devant ce qui s'est passé. Se dire des amateurs allaient pouvoir fouler la pelouse du Stade de France. Les gens s'identifiaient un petit peu à nous, et on était fiers de ça. On sent beaucoup d'émotion dans ta voix. D'émotion, oui, ça fait toujours plaisir d'en parler, parce que voilà, moi j'ai juste, oui, j'étais capitaine, mais j'ai une carrière amateur, donc j'ai pas de quoi
m'époustoufler, mais c'est vrai que ces moments-là, c'était assez glorifiant et c'était sympa de pouvoir vivre dans la peau d'un professionnel durant 2 mois de sa vie et se dire que voilà, nous, on avait la chance d'être footballeurs amateurs, de vivre de ça, mais qu'ils vivent ça au quotidien et qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre, en fait. C'est une vie merveilleuse qu'ils ont et ils s'en rendent compte après. Mais voilà, quand j'entends des gars qui n'arrivent pas à se lever pour aller à l'entraînement au niveau professionnel, ça me rend fou, ça me rend fou. Moi, j'étais exigeant envers mes coéquipiers lorsque j'étais coach. J'étais un peu intransigeant sur les horaires, tout ça, mais ça fait partie de la vie. Si on a un rendez-vous, et il ne faut pas le louper. C'est comme si tu as un rendez-vous dans un match de Coupe de France, il ne faut pas se louper. Tu te loupes une fois, mais la deuxième fois, il ne faut pas se louper. Et nous, on a réussi à ne pas se louper. Finale maintenant, on arrive au Stade de France. Finale, ouais, on se prépare comment avant d'arriver? On se prépare comme un professionnel, limite comme un joueur de l'équipe de France, parce qu'on avait eu la chance d'aller au château. Donc on avait fait quelques jours avant la finale où on faisait nos stages à Forges-les-Eaux, où on était toujours bien reçus, on avait nos habitudes, donc ça on avait gardé. Et le match était le samedi, on est arrivé le jeudi matin au château. Le château, c'est Clairefontaine, le château de l'équipe de France. Donc on a eu la chance de dormir 2 nuits là-bas. On a préparé au mieux cette finale, avec beaucoup de médias autour. On n'avait pas forcément l'habitude, mais je pense qu'on a assez bien géré ça. Et on vit au château, donc on est dans la chambre de Thierry Henry, on est dans la chambre. Forcément, on est admiratif, mais on se dit qu'on a quand même un match à jouer 48 heures après, donc ça retombe très très vite. On prend quelques photos, voilà, et pareil, on vit pleinement les choses, on vit à 100%. On va faire son massage dans la salle du vestiaire de l'équipe de France, c'est assez époustouflant et on se dit qu'on a cette chance et qu'il faut vraiment en profiter. Le peu de temps qu'on a passé ici, il faut en profiter au maximum. On arrive au Stade de France maintenant. Stade de France, ouais, comme dans le protocole, on peut s'entraîner la veille déjà au Stade de France. Donc on avait fait la route de Clairefontaine au Stade de France la veille. Donc conférence de presse, médias, tout nouveau pour nous, où il y a beaucoup de... En tant que capitaine, tu dois passer en conférence de presse, on te pose des questions en étranger, tout ça, c'était... Moi, à part le Paris-Normandie, je connaissais pas grand monde. Donc, non, mais trêve de plaisanterie, c'est impressionnant, mais j'essayais aussi de prendre beaucoup de recul et de me dire que voilà, profite de cette chance-là, tu pourras en reparler, et si pourquoi pas, par la suite, tu peux faire bénéficier ton expérience à des gens qui sont en demande. Je ne suis pas là pour prendre la tête à tout le monde. S'en servir dans le monde professionnel, dans la vie de tous les jours, il faut se servir de tout ça, c'est des bonnes expériences. Donc, tu te retrouves en conférence de presse, tu essaies de paraître le plus tranquille possible, même si c'est pas forcément évident, tu essaies de pas bafouiller, tu essaies de ne pas faire tes mauvais tics, et puis tu te prends au jeu. Et derrière, l'entraînement sur la pelouse du Stade de France, quoi. Là, tu te dis, nous, génération, on était des gars nés en moyenne dans les milieux des années 80, début des années 80, et c'était vraiment génération 98, et tout ce que ça représente, le Stade de France et cette finale de Coupe du Monde, c'était dire que nous, on ait cette chance, alors que peut-être des joueurs de Ligue 2 qui ont des très belles carrières professionnelles n'ont jamais eu cette chance de pouvoir jouer au Stade de France, et il faut s'éclater. Le taureau que tu fais à l'échauffement sur le Stade de France, il faut avoir la banane, il faut profiter de l'instant présent. Et se dire que tout le monde n'a pas cette chance, c'est incroyable de se trouver dans ces lieux-là. On arrive le jour du match. C'est comment quand le stade il est rempli? Bizarrement, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais moi en tant que Rouennais, quand je vois le stade Robert Diochon plein, il y a plus de caisses de résonance dans le stade Robert Diochon que dans... J'ai eu la chance de terminer ma carrière au FC Rouen et de faire des matchs rien qu'en DH. Il était très bruyant ce stade. Le Stade de France est impressionnant de par sa taille, mais en termes de sonorité, après ce qui était agréable, c'est quand vous rentrez sur la pelouse et que vous voyez, vous voyez 50 000 personnes habillées, tout de jaune vêtu. Tu te dis, waouh, ce qu'on a fait quand même, ce que le club a fait, c'est pas forcément que les joueurs, c'est le club, c'est la structure. C'est beau parce que des gens
comme je le répète souvent, hein, ils ont pu s'identifier à nous, ne serait-ce que sur 2 mois, et se dire, voilà, on sort de notre train-train quotidien, on va prendre une journée de congé pour aller supporter notre équipe de national des joueurs amateurs. Et quelque part, ça nous donne cette force supplémentaire, se dire, voilà, on va affronter l'Olympique Lyonnais au Stade de France, et on va essayer de porter au mieux les couleurs du club. Oui, on va sans doute pas gagner, mais essayer d'être droit dans ses bottes et puis de faire respecter notre maillot. Vous rencontrez l'Olympique Lyonnais quand même, c'est toujours une grande équipe, mais à cette époque-là, il sublimait au niveau de la Ligue 1. Ouais, c'était, même si c'était la fin du grand Olympique Lyonnais, il restait encore des très gros joueurs avec des très grosses cartes de visite. Maintenant, on avait eu l'habitude d'affronter déjà des bons joueurs, mais là, ce jour-là, ils étaient vraiment dans leur objectif et ils avaient mis tous les atouts de leur côté. J'ai revu le match, on a perdu 1-0, mais c'est entre guillemets un score flatteur, même si on frappe en montant sur la deuxième mi-temps. Ils nous avaient été bien supérieurs et ils nous avaient plus que respectés. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Comme le PSG 2 ans auparavant, ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils avaient une mission et eux, ils l'ont très bien accomplie. Sur le terrain, on voyait malheureusement, on n'était pas sur le même type de performance. Ils étaient au-dessus de nous, ils étaient vraiment calés. On essayait de faire notre mieux, de compenser et de rien lâcher, mais ils nous avaient été supérieurs et on n'avait aucun regret à la fin du match. On était tombé sur des gars qui étaient plus forts que nous. Mais c'est ce que je dis à chaque fois qu'on a rencontré des clubs professionnels, on me demande mais comment ils sont les gars? Mais j'ai envie de dire, les gars, ils sont super respectueux. C'est pas parce que nous, on était amateurs qu'ils nous ont pris de haut ou qu'ils nous ont pas respectueux. Voilà, s'il fallait s'embrouiller avec nous, ils s'embrouillaient avec nous comme si on était en championnat. Eux, il n'y avait pas dans leur regard, toi, tu es le petit. C'est peut-être pour ça qu'ils sont professionnels aussi. C'est parce qu'ils ont ce caractère et cette force supplémentaire. Eux, ils font pas de différence. Je pense que c'est grâce à ça qu'eux, ils sont au haut niveau et que d'autres joueurs qui, soi-disant, ont des talents, ils restent plus bas. Mais eux, ils ont ce respect et cette mentalité de tout arracher et puis d'être performant le jour J. C'est là où il faut vraiment être fort parce que c'est bien beau d'être bon à l'entraînement, mais eux, pas. Ça se trouve, on va dire, je vais prendre un exemple, un petit jeune du City Stade de l'US Queville, mais lui, pourquoi il joue pas au haut niveau? Parce que l'autre au haut niveau, il a peut-être le même talent que lui, mais que dans sa tête c'est calé, c'est que lui il a un objectif et c'est performer. Par n'importe quel moyen, mais performer. Et c'est ce qui fait la différence entre des joueurs de très très haut niveau et des joueurs de niveau moyen. Enfin ça c'est mon ressenti de par mon expérience, c'est ce que je pense. Avant qu'on continue sur la Coupe de France, est-ce que je rebondis sur les conseils peut-être que tu peux redonner, peut-être à un jeune ou moins jeune qui veut entreprendre une carrière de haut niveau? Parce que là, tu as parlé beaucoup peut-être sur l'aspect mental. Ouais, est-ce qu'il y a autre chose? Malheureusement, l'aspect mental, c'est vraiment une grosse partie du boulot. Après, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt techniquement et il faut vraiment aussi avoir un plan de jeu, que le coach il mette un plan de jeu en place. Parce que je ne vais pas vous dire si mentalement tu es fort, tu ne vas pas déplacer des montagnes. Si tactiquement tu n'es pas en place, déjà, contre une grosse cylindrée, tu vas prendre des vagues et au bout d'un moment, la vague, ça va devenir un tsunami et puis tu vas te faire renverser. Non, il faut être organisé. Il faut vraiment prendre plaisir à tout ce que tu fais. C'est-à-dire prendre plaisir si tu es excentré et que tu dois revenir mettre un tacle au latéral droit qui est dans ta zone, mets-le tacle et puis sois fier d'avoir taclé. Voilà. C'est qu'à la fin du match, il faut pouvoir se regarder dans une glace et se dire waouh, j'ai tout donné. Aujourd'hui, j'ai perdu, mais j'ai appris. J'ai appris l'année prochaine, si je me retrouve dans la même situation, peut-être que je ne ferai pas cette erreur-là, mais je vais m'en servir de cette expérience-là. Donc c'est vraiment prendre plaisir à tout ce qu'on fait et puis surtout ne pas avoir de regrets. Retour sur la Coupe de France, vous perdez 1-0. À la fin, vous montez quand même les marches. Tu portes la coupe avec le capitaine également de Lyon. Ouais. Tu peux nous expliquer tout ça? J'y m'étais à moitié préparé, sachant que Landreau, quelques années auparavant, lorsqu'il avait rencontré Calais, il avait fait monter le capitaine de l'équipe amateur. Donc je me suis dit, ça se trouve, ça m'arriverait. Et dans ma tête, j'en avais parlé à personne, mais je me suis dit, tu peux pas refuser en fait. Même si t'es pas heureux à ce moment-là, parce qu'on est tous compétiteurs, on veut gagner. Tu peux pas refuser parce que c'est
ça serait un manque de respect de refuser de porter une Coupe de France. Donc je monte avec eux, je me sens pas forcément à ma place. Lui, le capitaine Chris, il le fait. Je sais pas si ça vient de lui ou si c'est les dirigeants qui lui ont demandé de faire ça, mais il le fait de bon cœur. Et voilà, je soulève la coupe avec lui, mais je peux pas avoir de sourire forcément. Et puis je les félicite, et puis 5 secondes après, je m'en vais parce que je suis pas à ma place. Mais je trouve ça beau et je trouve ça hyper respectueux d'un club comme Lyon d'avoir fait ce geste-là. Ils n'étaient pas obligés, ils l'ont fait. Voilà, ils s'associent un petit peu au monde amateur, et puis moi, de par ma présence, et voilà, ils voulaient honorer un peu notre parcours. C'était plus symbolique, mais j'étais obligé de monter. Je ne me voyais pas refuser parce qu'on m'a dit pourquoi tu as refusé. Profite. On m'a toujours dit pendant les parcours, profite. Donc, même si c'est pas un moment fort agréable pour nous, il faut le faire. Et puis voilà, ça, il y a cette image de moi portant une coupe et puis d'avoir pas forcément le sourire que je peux avoir aujourd'hui. En tout cas, je te félicite, hein, Greg, parce que c'est fabuleux ce que vous avez pu faire. Ouais, mais j'insiste sur ce qu'on a pu faire, voilà. C'est le sport collectif, on est 11 sur le terrain, plus des remplaçants, plus des gars qui sont blessés. C'est le foot, faut jamais retirer. Lui, il est bon, ouais, mais il est bon pourquoi? Parce qu'autour de lui, il est bon. Voilà, il est performant parce qu'autour de lui, les gars, ils mettent tous les ingrédients. Nous, si on a choisi, toi comme moi, de faire ce sport-là, c'est pour vivre ces émotions-là et se servir. Sinon, on aurait fait du tennis. Là, le tennis, si tu perds, tu peux t'en vouloir à toi-même. Le foot, voilà, peut-être que ton coéquipier, ce jour-là, il a été moins bon. Peut-être que ce jour-là, toi, tu as été bon, mais ça n'a pas suffi. Mais c'est ce qu'on a recherché en faisant le foot. Donc, c'est vraiment le « on » qu'il faut vraiment retirer. Donc, sur la suite de ta carrière, maintenant, retour à l'USQ. Coupe de France terminée. Tu fais encore quelques années à l'USQ. Ouais, c'est ça, je dois faire encore. On était donc 2012. Après, la saison suivante a été assez compliquée. On était en national, on n'a pas réussi à. On a tous échoué en fait dans notre mission. On n'a pas réussi à se maintenir. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis, mais ceux qui étaient restés, on n'a pas été aussi performants. Et puis, ça n'a pas suffi pour se maintenir. Après, les saisons suivantes en CFA, le club a repris son rythme de croisière et pour connaître par la suite ce qu'il est devenu maintenant un club professionnel. Donc nous aussi on a contribué un petit peu à ça, donc c'est forcément aussi une fierté. En continuant sur le haut niveau, à la fin de ta carrière, tu connais des expériences avec le beach soccer. C'est quand même assez fou. Ouais, c'est des hasards de la vie. On m'appelle, on me sollicite pour aller faire un interligue avec l'équipe de Normandie, ça se passe bien. Par la suite, le sélectionneur de l'équipe de France m'appelle, me dit est-ce que tu pourrais venir faire un stage avec différents gars du foot à 11, plus des spécialistes beach soccer pour voir si pourquoi pas c'est possible que tu intègres la sélection. Je dis oui, donc on y va à 2 avec Christophe Santino là, de la région Normandie qui s'était bien aussi débrouillé comme moi. Et durant ce stage, on fait des matchs amicaux contre la Hongrie, ça se passe bien. Je fais des prestations assez convaincantes apparemment, alors que je n'étais pas du tout spécialiste du sport. Puis j'y prends goût, puis je suis reconvoqué sur 2 saisons avec cette équipe de France de beach soccer. Ça m'a permis de voyager, de vivre encore de belles expériences. Le foot m'a fait voyager, c'est ce que je dis toujours. Mes plus beaux voyages, c'était mes parcours en Coupe de France, quand j'ai eu la chance d'aller à La Réunion. 2 fois aux Seychelles avec l'équipe de Queville, et aussi j'ai eu la chance aussi dans ma carrière plus jeune de faire partie de l'équipe de France universitaire, et j'avais été aussi à Belgrade. Ça avait été une bonne expérience très enrichissante. Et là, de par le beach soccer, j'ai voyagé à travers l'Europe, et c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, mais j'ai pris goût vraiment à ce sport. Et je regrette qu'on ne puisse pas le développer forcément dans notre région normande, où on a du littoral, on pourrait le mettre en avant, et on n'a pas de complexe digne de ce nom où pouvoir le pratiquer. C'est ce qui m'a fait défaut après par la suite pour pouvoir continuer avec l'équipe de France. J'avais pas assez d'heures d'entraînement, et les autres, ils progressaient, et moi je ne progressais plus. C'était quand même une belle expérience du haut niveau, encore une fois. Oui, parce que tu côtoies des joueurs d'anciens joueurs de foot à 11. Tu as joué quelle nation? J'ai joué. La référence en beach soccer,
c'est la Russie. Je les ai joués plusieurs fois, la Russie. La Russie, l'Espagne. Après des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Grèce, la Turquie, la Libye. Super. Non, Puis ça permet aussi d'échanger avec les gars parce qu'on est logé dans les mêmes hôtels. C'est des plus petites équipes, des plus petits staffs, donc on se retrouve, on échange. Comment ça se fait que tu arrives au beach soccer? Est-ce que c'est ta spécialité? Et on s'aperçoit que malheureusement dans la fédération française, on est en retard sur ce sport. Et quelque part, c'est regrettable parce que je pense que même dans le foot à 11, on pourrait se servir beaucoup plus du beach soccer. Ne serait-ce que pour redonner un petit peu, enlever la monotonie de certains entraînements pour des jeunes, même sur des groupes seniors, leur dire allez, ce soir, on ne fait pas de foot à 11, on s'en va au beach. On va faire une séance de beach, on va travailler techniquement, je vais pouvoir vous faire travailler tactiquement. Et puis, ça fait du bien de régénérer tout ça. Greg, merci pour ton histoire inspirante. On arrive maintenant à la fin du podcast et la question spéciale, qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Je tenais à te remercier déjà, Momo, pour tout ce que tu fais auprès du foot et auprès des jeunes, entre guillemets. Et inspirante, je sais pas, j'ai tout simplement rencontré un petit parcours, un petit moment de ma vie, voilà, d'avoir eu cette chance de partager, c'était vraiment formidable pour moi. Si je peux faire partager un petit peu mon expérience, c'est toujours avec plaisir. Maintenant, la personne que j'aimerais qui réponde à ces questions et qui sera encore plus performant que moi, parce que lui, il a un parcours de vie, c'est quelqu'un que j'admire sur le terrain, parce qu'il pratique encore le football, et en dehors du terrain, c'est si tu pouvais solliciter Issa Coulibaly. Parce que pour moi, ce gars-là, il représente tout. C'est-à-dire que je pense que si je l'appelle à 2h du matin et je lui dis « Issa, je suis en galère », il va arriver. Et lui, il représente vraiment les valeurs du foot. C'est quelqu'un de vrai, il m'a jamais déçu, il est toujours droit. Et quelque part, je pense que c'est aussi le football qui lui a appris ça. Après ses valeurs familiales, il a su sublimer tout ça. Et c'est quelqu'un de vraiment qu'il faut écouter parce que lui, il a la voix du sage, comme on dit. Merci Greg, ça sera avec grand plaisir que je vais contacter Issa Coulibaly alors. À très bientôt et bonne continuation. Ouais, merci à toi Momo et puis j'écouterai son podcast avec grand plaisir. Salut.